tous. On rencontre aujourd'hui Stan Coken qui travaille pour Preplay. Bonjour. Vous développez des applications liées au domaine sportif. Expliquez-nous un petit peu comment elles fonctionnent. Tout à fait. Donc, les applications que l'on développe chez Preplay, c'est des applications de prédiction sportive, un peu comme manière des paris sportifs où on va prédire le score de match. Là, c'est vraiment des prédictions en direct. Aujourd'hui, pour les sports américains, baseball, hockey sur glace et football américain. Et comment ça fonctionne en termes de développement? Qu'est-ce que vous avez dû mettre en place pour avoir ces prédictions en temps réel? Donc, la connexion en temps réel s'effectue via un socket qui va rester ouvert toute la durée de l'application pendant qu'on est dans un match. Donc il y a des problématiques liées à ça, c'est-à-dire les déconnexions intempestives, les coupures réseau, etc. Des petits bugs d'Android où les sockets vont dire hey, je suis ouvert, mais en fait non, il est toujours fermé. Donc il faut faire des pings assez régulièrement. Des problèmes liés à la consommation des données, on reste dans un match pendant 1h30, donc le niveau de la batterie c'est assez important, la consommation. Et donc voilà, c'est plein de petites choses à faire attention pour que l'utilisateur puisse jouer pendant 1h, 1h30, 2 heures. Et vous m'avez parlé d'applications que vous aviez créées auparavant, notamment dans le domaine bancaire. Quelles étaient également les contraintes dans ce type d'application? Oui, donc dans une autre précédente société, j'ai travaillé pour des applications bancaires, notamment une application où le gros du travail était vraiment au niveau sécurité, c'est-à-dire que toutes les données bancaires sont téléchargées sur le téléphone. Il faut donc les protéger via un mot de passe. Pour cela, on est obligé d'avoir des contraintes niveau audit de sécurité qui sont assez poussées. Et donc il faut sécuriser vraiment les données. À chaque fois que l'utilisateur va sortir de son téléphone, de son application, il faut chiffrer les données, puis les redéchiffrer une fois qu'il rentre dans l'application. Donc c'est un peu de temps de traitement qu'il faut prendre en compte dans notre interface. Et vous développez actuellement pour Android. Est-ce que vous avez déjà développé pour iOS ou d'autres plateformes et comment ça se passe pour vous? Alors en fait j'ai commencé à faire des migrations depuis Windows Mobile, donc 6.5, d'applications Windows Mobile pour Android. Puis après je me suis vraiment concentré sur Android. J'ai fait un petit peu de développement pour Windows Phone, donc version 7 et 7.5. Et aujourd'hui je n'ai toujours pas commencé iOS et on verra plus tard ce que ça va devenir. Mais aujourd'hui je suis bien sur Android. Et alors votre ressenti sur Windows Phone 7? C'est très intéressant et surtout c'est relativement proche d'Android, c'est-à-dire au niveau de la conception des vues et des modèles de données. On va avoir beaucoup de choses similaires qui va permettre de comprendre le fonctionnement beaucoup plus facilement que par exemple entre Android et iOS où il y a beaucoup comment dire. Pour les vues, c'est très différent, pour le modèle de données, c'est très différent. Les similarités entre le C# de Windows Mobile et le Java d'Android sont relativement proches qui permettent d'appréhender le système de façon plus facilement. Pardon. Pourquoi avoir choisi Android finalement au détriment de Windows Phone 7 ou 8 d'ailleurs? Parce que quand j'ai commencé Windows Phone, c'était Windows Mobile et c'était vraiment pas ça. Quand Windows Phone est sorti, il n'y avait pas de marché. Aujourd'hui, il y a peut-être du marché, mais on a du mal à le voir. Donc aujourd'hui, sur Android, un système plutôt ouvert, où la communauté est très active. Je trouve ça vraiment très intéressant de rencontrer plein de développeurs et de partager des librairies open source, des choses comme ça. Et en parlant de rencontrer des développeurs, il y avait la Google I.E. il y a assez peu de temps. Vous n'y étiez peut-être pas cette année, mais vous avez forcément suivi les annonces. Qu'est-ce que vous en avez pensé cette année? Oui, donc oui, effectivement, cette année, j'étais pas à Google I.O., mais j'ai effectivement suivi toutes les annonces. On reste de manière très légère, on va présenter des petites choses qui vont peut-être arriver, avec plein de sous-entendus. Disons qu'une conférence comme ça, on s'attendait peut-être plus à des annonces, plutôt qu'à juste des suppositions. Mais je pense que les contraintes de calendrier ont fait que rien n'a pu être annoncé. Et c'est dommage, on attend la suite. Vraiment, on reste notre fin. Et en termes de nouveautés, il y a quand même eu Android Studio. Est-ce que vous avez commencé à utiliser ce système? J'ai déjà commencé à tester de manière personnelle. Du point de vue professionnel, au niveau de la complexité du projet, il fallait faire beaucoup trop de migration au niveau du système de build pour porter tout mon projet dessus. Donc pour l'instant, j'attends que le système soit un peu plus stable, éprouvé par les utilisateurs. Et restant pour l'instant, pas perdre mon temps là-dessus pour l'instant, en attendant que ça stabilise tout ça. Pour continuer sur Google, on parle beaucoup de Google Services. Que pensez-vous de la mise en place de ce système qui restreint un petit peu les possibilités open source de Google? Disons qu'ils font ça aussi pour gagner en utilisateur tous ceux qui partent sur Kindle par exemple. Donc aujourd'hui, si on part sur Kindle, la map
tout ce qui est Google Maps, il faut le réimplémenter via les API d'Amazon. L'in-app purchase, les choses comme ça, je trouve ça normal dans le sens où c'est eux qui l'ont créé, c'est des choses plutôt privées, tout ce qui est map, tout ce qui est moyen de paiement. Après, effectivement, il y a des choses comme la localisation où on se demande pourquoi est-ce qu'ils font ça en tant que librairie externe privée, plutôt que mettre ça en tant que directement dans le système. Peut-être pour les questions de rétrocompatibilité, mais je pense qu'il y a d'autres solutions pour régler ce problème-là. Et pour finir, vos attentes envers les prochaines versions d'Android, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent actuellement, que vous aimeriez voir arriver sur Android 4.3 et ensuite Key Lime Pie? Peut-être mettre plus l'accent sur la fluidité du système, rendre quelque chose de plus user-friendly encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un système qui reste quand même assez geek. C'est dommage. Je pense par exemple à iOS qui a un système beaucoup plus ouvert pour tout le monde et ouvert dans le sens accessible. Je donnerais plus facilement à ma grand-mère un iOS qu'un Android. D'ailleurs, on va rebondir là-dessus. Un petit avis sur iOS 7, puisqu'on a vu les premières images il y a quelques jours. Un avis je suis content dans le sens où on se rapproche de ce qu'a fait Android. Peut-être qu'ils ne sont pas tant plantés que ça. Tous ceux d'iOS qui disaient c'est vraiment nul sur Android, c'est moche, c'était trop sobre. Voilà, maintenant vous avez la même chose, qu'est-ce que vous faites? Les applications universelles qui sont développées sur iOS et Android, on peut avoir un design beaucoup plus similaire qui, je pense, sera bénéfique pour l'utilisateur. Merci beaucoup.